Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Le premier cas de grippe aviaire a été détecté au Canada hier à Vancouver. Est-ce qu'il faut craindre le pire? Est-ce qu'il faut ressortir, Stéphanie? Oh mon Dieu! Le masque. Comme un vieux cauchemar. Le masque, est-ce qu'il faut craindre une nouvelle pandémie? C'est un cauchemar, hein? Alors, on en parle avec le docteur Carl Weiss, microbiologiste, spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal. Docteur Weiss, bonjour. Oui, bonjour, M. Martineau. Est-ce qu'il va falloir le ressortir, ça, Dr. Weiss? Alors, je vous rassure tout de suite, vous pouvez enlever votre masque. Alors, soyez rassurés. Vous verrez, ça va être beaucoup plus facile. Écoutez, non, je ne pense pas qu'il faut le ressortir. Ce qu'on a actuellement, c'est un cas de virus de la grippe aviaire. D'abord, revenons au virus de la grippe. Le virus de la grippe, c'est un virus aviaire, c'est un virus des oiseaux. Donc, si on avait un bocal où on serait capable de mettre tous les virus de la grippe dans le monde dans le bocal, 80% du bocal serait occupé par des virus aviaires, donc des virus qui proviennent des oiseaux. Et donc, ce qui arrive, c'est que seulement une faible proportion des virus de l'influenza vont habituellement infecter les humains. Et ce qui arrive, c'est qu'à l'occasion, certains virus, qui sont des virus donc aviaires, tombent accidentellement chez les mammifères, les humains ou d'autres mammifères. Par exemple, vous savez qu'aux États-Unis, ce H5N1 provoque des problèmes dans le bétail actuellement. Et à l'occasion, ces virus-là se retrouvent chez les humains. Alors, juste pour vous donner une idée, depuis 2003, donc ça fait 21 ans, il y a eu 900 cas de virus H5N1 sur la planète de répertoriés. Wow. 900 cas, si vous vous rappelez, au moment de la COVID, c'était au pic de la pandémie au Canada, c'était peut-être le nombre de cas qu'on avait toutes les 2 heures. Donc, pratico-pratique, c'est un virus qui est très dangereux, mais qui n'est pas très transmissible dans sa forme interhumaine, ce qui fait que ce virus-là a de la misère à s'implanter dans l'espèce humaine. Et ça, c'est toujours un petit peu l'aspect de ces virus-là, comme un cousin, si vous voulez, de la COVID. Vous vous rappelez ce qu'on appelait le MERS-CoV, ce virus qui a été COVID, Corona, qui vient d'Arabie Saoudite, probablement relié au chameau, qui a fait des victimes depuis 2013-2014, mais qui n'a jamais réussi à s'implanter comme son cousin, donc la COVID. Alors, c'est pour ça que les virus ont cette, je vous dirais, dichotomie entre leur capacité de transmission puis leur capacité d'être méchants, entre la virulence et la transmissibilité. Donc, à moins que ce virus-là s'adapte de façon très majeure à l'espèce humaine avec des modifications génétiques très importantes, sa capacité de transmission interhumaine et de propagation rapide est relativement faible. Lorsque je vous écoute, là, vous dites la grande majorité des virus proviennent d'oiseaux. Les gens qui donnent à manger aux pigeons là, dans les parcs, là, puis qui font en sorte qu'ils se retrouvent avec 150 pigeons là, à même place, c'est pas l'idée du siècle, ça, Dr. Weiss? Non, moi personnellement, j'aime pas les pigeons parce qu'ils peuvent au passage donner d'autres maladies, entre autres des choses qu'on appelle la cryptococcose. Non, mais c'est sûr que les pigeons peuvent être vecteurs de virus aviaires. C'est pas évidemment la meilleure idée du siècle. Les pigeons peuvent transporter beaucoup d'autres maladies. Mais là, souvent, les causes de cas de virus aviaire ont été chez des gens qui ont été en contact avec des oiseaux. Il faut savoir que le cas au Canada, qui est un adolescent hospitalisé avec une maladie quand même très sévère, malheureusement, il ne semble pas avoir de contact avec les oiseaux. Là où je peux rassurer quand même les gens, c'est que quand vous mangez du poulet, faire cuire du poulet bien, etc., ça n'a pas de risque de transmission de grippe aviaire. Donc, vous n'attraperez pas la grippe aviaire en allant manger du poulet barbecue. Donc ça peut rassurer les gens. C'est le bon côté des choses. Ben, c'est les gens qui ont touché des oiseaux sauvages ou quoi? Comment ça se transmet? Alors, ça peut se transmettre un peu de toute forme, de façon différente, à partir du moment où on est en contact avec des oiseaux, qu'ils soient sauvages ou en élevage, qui, eux, seraient infectés. Vous savez qu'on a
on a déjà exterminé des millions d'oiseaux dans certains endroits où il y avait des problèmes de grippe aviaire. Hein. Vous avez peut-être vu ça en Europe quand il y a eu des oies qui ont été contaminées. En Colombie-Britannique, je pense qu'il y a des millions de poulets qui ont été exterminés parce qu'il y a des élevages entiers qui étaient contaminés avec donc ce virus-là. Et pour pas qu'il y ait de propagation, si vous voulez, à l'environnement, on sait que à l'occasion, aux États-Unis, certains mammifères peuvent être accidentellement infectés. Donc, on a trouvé des renards, des coyotes, même des phoques, donc, qui ont été infectés par des virus H5N1. Mais c'est des accidents de circulation. Donc, il est fort possible que ces animaux se soient infectés en tout simplement en attrapant des animaux malades ou en mangeant des animaux malades, évidemment crus. Là, on parle d'animaux sauvages. Donc, il faut un contact avec l'aspect aviaire, si vous voulez. Peut-être juste pour vous expliquer un peu la dynamique du virus de l'influenza. Le virus de l'influenza, c'est un virus qui est très fréquent en Asie, dont le réservoir sont les oiseaux, donc souvent les poulets. Et l'autre intermédiaire des oiseaux vers les mammifères, c'est le porc. Alors souvent, je ne sais pas si vous vous rappelez, H1N1 en 2009, au Mexique, tout ça, le porc, etc. Donc ce qui arrive, c'est que souvent en Asie, les oiseaux puis les porcs cohabitent dans les fermes. Donc des virus d'influenza de l'oiseau se retrouvent chez le porc. L'immense majorité du temps, ça fait absolument rien. Mais de temps en temps, il y a une recombinaison génétique qui fait que le virus de l'oiseau s'adapte au porc, qui est un mammifère. Et le porc, évidemment, si le virus s'est adapté au porc, le porc mammifère est un tremplin pour l'humain. Et ensuite, on peut avoir des souches qui vont arriver dans l'espèce humaine. Mais juste pour vous donner un exemple, vous savez, on parle de H5N1. Là, je ne veux pas évidemment donner un cours sur la virologie de l'influenza du tout. Mais ce sont des protéines du virus. Puis en réalité, il y a à peu près 15 H. Et il y a à peu près, donc, quand on dit H1, H2, on peut aller jusqu'à H15. La majorité sont chez les oiseaux. Et des N, il y en a aussi, je ne me rappelle plus le nombre exact, mais 9 ou 10. Là, ça dépend si on regarde ceux qui ont été trouvés récemment. Donc, vous avez toutes les combinaisons possibles. Mais chez les humains, il y a seulement les H1, H2 et H3 qui sont problématiques. OK. Donc, vous n'avez pas de H4, de H5, de H6, de H7, alors qu'il y en a chez les oiseaux. Et quand les H5 arrivent chez les humains, c'est par accident un petit peu. Donc, pour la majorité du temps, cette capacité que ces virus-là ont de venir infecter les mammifères et les humains, cette capacité est relativement faible. Et les virus qui sont là depuis longtemps sans causer de transmission importante sont des virus qui sont un petit peu voués à ne pas avoir une grande carrière, contrairement à la COVID, par exemple, qui s'est très vite adaptée à l'espèce humaine. Et souvent, je dis aux gens, vous savez, les virus, c'est comme les virus ne peuvent pas survivre tout seuls. Pour vivre, ils ont besoin d'infecter une cellule, qu'elle soit humaine, animale, végétale, peu importe, pour, entre guillemets, utiliser votre appareil de reproduction pour se reproduire. Donc, si vous prenez un virus, vous le laissez sur le coin de votre table, au bout de 3-4 jours, il va mourir parce que s'il n'a rien pour se multiplier, il ne peut pas. Donc, il a besoin d'un autre pour se multiplier. Maintenant, les virus comprennent que s'ils tuent tous leurs hôtes, ils commettent une forme de suicide, puisqu'ils n'ont plus de clients où ils vont pouvoir se multiplier. Alors, les virus ont une certaine capacité d'équilibre entre leur transmissibilité, donc la façon dont ils se transmettent, et leur virulence. Je donne un exemple facile. Un virus qui est très peu virulent, peu dangereux, le rhume, très contagieux, très transmissible. Un virus qui, par exemple, est, je vous dirais, beaucoup plus dangereux, peu transmissible, le VIH. Donc, pour attraper le VIH, ça ne s'attrape pas en parlant à quelqu'un, ça ne s'attrape pas en étant dans la même pièce, en serrant la main, etc. Donc, c'est pas... Hein, donc, ça équilibre. Mais c'est un virus, il y a un équilibre pour le virus. Ebola, c'est un virus qui ne se transmet pas très facilement, mais qui est très, très dangereux. Ce virus-là, H5N1, se transmet pas très facilement, mais chez les gens qui sont infectés, près de 40-50% peuvent en décéder. Donc, les virus ont un équilibre entre leur transmissibilité et leur virulence. Et tout ça, c'est pour des questions d'énergie et d'équilibre et de production d'énergie des virus.
Ben, merci beaucoup, Dr. Carl Weiss, pour ce... Attends, je vais jeter mon masque pour ce cours-là. Microbiologiste spécialiste aux maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal. Merci beaucoup, Dr. Weiss. Ça me fait plaisir. Au revoir.